Le 29 janvier commence un procès qui s'annonce très suivi, celui de Pascaline Bongo, la sœur d'Ali Bongo, la fille d'Omar Bongo Ondimba, qui comparaît pour corruption passive d'un agent public étranger dans une affaire qui implique l'entreprise française d'ingénierie Aegis. Il est question d'un vaste système de trafic d'influence dans le cadre de la création de l'Agence nationale des grands travaux en 2010. Et l'autre, c'est la tentaculaire, ça c'est le premier dossier dont on entendra parler dès demain. Et l'autre, c'est la tentaculaire affaire des biens mal acquis dans laquelle la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours de 3 enfants Bongo, dont Pascaline. Les emmerdes, ça vole en escadrille, disait Jacques Chirac, Norbert. Jacques qui? Chirac. Oui, et c'est une escadrille qui vole donc depuis longtemps, qui a une grande autonomie. S'agissant de l'affaire des biens mal acquis, ça fait plus de 15 ans de procédure. C'est tellement vieux que... Depuis le père. On s'y perd. En revanche, celle dont le procès commence, ça c'est nouveau. Et effectivement, on attend tous. D'autant plus qu'elle sera là, Pascaline. Ouais. Et ça, c'est un élément déterminant. Est-ce qu'elle a raison de le faire? La question peut se poser. Oui, donc l'attente est renouvelée sur un dossier qui est lancinant, s'agissant du Gabon, s'agissant des relations entre la France et l'Afrique. C'est nouveau. À ma connaissance, c'est sorti quand? À l'automne dernier. C'est Libé qui avait sorti le scoop concernant l'affaire Aegis. Enfin, on va savoir. Pitié. Mais... En tout cas, elle dit qu'elle n'était pas assez proche de son frère, de toute façon, pour interagir dans le trafic d'influence, étant donné les relations notoirement mauvaises qu'ils ont. Et je pense que ce sera un peu sa ligne de défense. C'est peut-être pour ça qu'elle vient. Oui, mais elle prend un énorme risque quand même, parce que le dossier, on peut le supposer, est solide, sinon il n'y aurait pas de procès. Et c'est la première fois. Là, c'est historique, c'est-à-dire... C'est absolument historique. Il y a eu des mises en examen, mais jamais un procès ouvert comme ça, de manière très précise, contre un des enfants Bongo. Ça me fait penser vraiment à ce qui s'est passé avec Bolloré dans l'affaire des ports de Conakry et de Lomé. Ça devait avoir lieu dans les procédures, disons, discrétionnaires, et le rejet du plaidé coupable de Bolloré a été une véritable secousse au sein de la France-Afrique, et peut-être explique en partie le désengagement de Bolloré des ports africains. Alors, Jean-Paul, je voudrais te poser une question tactique. Est-ce que Pascaline Bongo joue bien en comparaison en personne à son procès pour dire même pas peur? Justement, tu l'as tout dit, et puis Norbert vient de le dire, en réalité, c'est dire qu'elle n'était pas aux affaires, et tout le monde connaît la nature exécrable de ses relations avec son frère, Ali. Donc du coup, elle n'a rien à craindre, ce sera sa ligne de défense. J'espère que la France, les juges français le procureur a suffisamment d'éléments solides pour pouvoir l'incriminer, mais personnellement, j'y crois pas. Mais au-delà de ça... Elle pourra aussi jouer la victimisation, voilà. L'Afrique contre la France. Justement, c'est cet aspect nauséeux que casse cette histoire de la France de vouloir faire la morale aux Africains. Cette histoire de bien mal acquis, ça traîne depuis 15-20 ans. Et Congo, Gabon, Guinée équatoriale, tout ça. Quelquefois, c'est indécent et obscène. Mais c'est aussi indécent de voler l'argent du contribuable. Je suis d'accord avec, mais il est temps que la France, à un certain moment, apporte les éléments essentiels et qu'il y ait peut-être, je ne sais pas si je peux dire, qu'on dépayse ce type de procès, peut-être pour les envoyer ailleurs, peut-être en Afrique, ou attendre que ces régimes passent et il ne peut pas avoir je sais pas comment je peux dire, de prescription pour ce genre de choses. Mais quand ça arrive de cette façon, ça revient toujours dans les esprits des Africains. Ouais, c'est le colon qui vient encore nous juger, c'est le colon qui vient faire ceci. Ils ont acheté et des ça, maisons maladroitement, ça suscite chez les jeunesses africaines ce sentiment c'est encore pourtant. C'est possible que ces gens aient volé l'argent de leur pays. C'est plus que possible. Et quand ça dure aujourd'hui, depuis 15-20 ans, on se dit, est-ce que véritablement
les gens là, ils ont des preuves pour pouvoir condamner ces gens, ou bien c'est un élément ou un outil de pression. Fabrice Bouillonne. Dans le cas du grand dossier des biens mal acquis, il y a quand même énormément de faisceaux d'indices, pour ne pas dire de preuves. L'implication, par exemple, de BNP Paribas dans les accusations de blanchiment, de corruption, de fonds publics. Il y a quand même des choses assez claires qui montrent que le patrimoine d'Omar Bongo a servi dans des affaires qui n'étaient pas toujours licites. On se rappelle aussi l'affaire avec l'ex-Miss France Sonia Rolland. C'est de son appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer aussi le degré de lassitude des Africains vis-à-vis de... Pas la lassitude forcément opposée peut-être au paternalisme d'une certaine justice française, mais aussi la lassitude de se dire on en a assez d'avoir des sommes faramineuses qui ont été détournées, même si effectivement je suis d'accord que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que le patrimoine Bongo a été acquis principalement sous la France-Afrique. Donc, c'était... Et c'est de l'argent qui lui a été donné par Elf, voilà, notamment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait la fin aussi d'une certaine impunité qui était en vigueur pendant qu'Ali Bongo était présent et encore au pouvoir, et qui aujourd'hui peut sauter. C'est William Bourdon qui disait récemment que maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, Ali Bongo, lui aussi, peut être mis en examen. Il faut que les gens arrivent à rendre des comptes sur ce genre de choses sans qu'on ne parte particulièrement sur le terrain du méchant occidental qui essaye de juger. Je pense qu'il est nécessaire que ces personnes qui font partie d'un clan qui, de manière illimitée, s'est approprié l'argent des Africains, de rendre des comptes. Fabrice, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question de rendre compte, mais il est maintenant il serait plus intéressant que ce soit les Africains qui demandent à leurs dirigeants de rendre compte sur un certain nombre de la gestion. Mais quand ça vient d'ailleurs, c'est une autre odeur et c'est ce qui est gênant. Oui, sauf que ça n'est jamais venu d'ailleurs, à ce jour. La France-Afrique, cette expression dont on entend parler depuis des dizaines d'années, y a-t-il déjà eu un procès en bonne et due forme de la France-Afrique? À ma connaissance, non. Le procès mais il y aura le procès de Bolloré sur les ports, et il y aura le procès de Pascal Bongo. Bolloré avait fait un plaidé coupable pour justement éviter le procès. Et là, c'est le procès qui va s'ouvrir avec, qui plus est, une prévenue puis une entreprise qui française, sera présente. Donc c'est pas comme si la France se mêle de manière absolue de ce qui la concerne pas. Dans l'affaire des biens mal acquis, les biens sont en France, et dans cette affaire, l'entreprise est en France. C'est sans précédent, à ma connaissance. Et Théophile a tout à fait raison d'inscrire ce sujet à l'appréciation du panel que nous formons ici, parce que jusqu'à présent, toutes ces affaires étaient assez escamotées. Je souligne au passage le rôle joué par le parquet national financier dans cette affaire. C'est allé très vite. On apprend à l'automne qu'il va y avoir un procès, et hop, ça y est, nous y sommes. Mais jusqu'à présent, tout le reste a été escamoté, que vous le vouliez ou non. Je peux vous donner un exemple extra. Les perquisitions en fin d'année dernière, c'est allé vraiment très vite. Très vite. Donc, parce que sinon tout ce qui a précédé a été escamoté, y compris l'affaire des biens mal acquis. Depuis quand parle-t-on? Laissez-moi juste vous donner un seul exemple. Le bouquin de Pierre Péan, Les mallettes de la République. Il a fait beaucoup de bruit. Il a fait beaucoup de bruit, mais il aurait pu en faire davantage si la France n'avait pas réagi. Vous allez comprendre tout de suite. Le bouquin est sorti le 14 septembre 2011. C'était un mercredi. 3 jours avant, nous étions le 11 septembre 2011. 11, 11, 11. D'accord? C'était le 10e anniversaire. 2001 ou 2011 2011. C'était le 10e anniversaire du 11 septembre. Le 10e anniversaire des attentats. Vous imaginez bien que toute la presse mondiale était à New York pour des éditions spéciales. On ne faisait que ça. Le 11 septembre 2011,
l'ensemble des journaux de la planète ne parlaient que des Twin Towers, sauf un, le journal du dimanche, car le 11 septembre 2011 était un dimanche. C'était le journal du dimanche qui était dirigé par Hervé Gattegno. Et qui avait-il ce jour-là à la une du JDD? Une photo de Villepin et une citation de Robert Bourgi disant « J'ai vu Villepin compter les billets ». Sachant qu'Hervé Gattegno est un peu l'âme damnée de la Sarkozy. Hein. Exactement. Et c'était 3 jours avant la sortie du bouquin de Péan. Et donc, cette opération absolument sidérante sur le plan journalistique, oser faire ça un 11 septembre 2011, 10e anniversaire, c'était quoi? J'ai posé la question au père Péan, notre regretté confrère. Et lui, clairement, a compris qu'il s'agissait de torpiller la sortie de son bouquin. Parce que vous pouvez toujours dire, oh, mais c'est de l'histoire ancienne. D'ailleurs, Robert Bourgi s'est exprimé. Et puis, il s'est exprimé le 11 septembre, c'est-à-dire qu'il était totalement inaudible. Donc, ces explications ont existé et elles sont passées sous les radars parce qu'on ne parlait que et naturellement, on ne parlait que des attentats. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu une réaction. Et tout ça était orchestré, c'est évident. Sauf là. Là, le procès avec Pascaline Bongo présente dans le box, ça, pour moi, c'est vraiment très important. C'est nouveau, c'est sans précédent et c'est pas orchestré. Et curieusement, ça se passe au moment où, à Paris, il y a un véritable vide s'agissant de la gestion de la politique de la France en Afrique. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, sinon il y aurait eu une réaction. Donc moi, j'attends beaucoup de ce procès, évidemment. Pour autant Théo, si on a des révélations, si on découvre des choses qu'on ignorait jusqu'à présent lors de ce procès, ce sont des choses qui concernent le passé de la France et de la France en Afrique. Alors qu'il se passe aussi des choses au Gabon pendant ce temps. Récemment, le gouvernement gabonais a présenté le bilan de 4 mois, des 4 premiers mois de gestion. Et ça concerne l'avenir du Gabon. Et je ne voudrais pas aussi qu'on passe sous silence ce qui est en train de se passer à Libreville. Et justement, pendant ce temps à Libreville, Ali Bongo, sa femme et l'un de ses fils, Noureddine, sont maintenus dans un état de privation de liberté. Alors, est-ce que c'est la fin de la dynastie Bongo, Pascaline en difficulté, Ali en difficulté, ou alors est-ce que c'est une recomposition? On a l'impression que le général Brice Oligui Nguema joue d'une certaine manière le jeu de Pascaline Bongo, justement, alors qu'il n'a pas de mots assez durs pour la femme d'Ali et pour le fils d'Ali, Jean-Paul. Est-ce que finalement, Pascaline est au pouvoir à Libreville? Parce que clairement, tout le monde ne sait pas, c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que l'arrivée d'Ali au pouvoir n'a pas fait les affaires de Pascaline, la fille aînée de Douma Bongo. Et la fille préférée. Préférée, Douma Bongo. Et tout le monde sait d'une certaine façon que Ali Bongo n'a pas été aussi tendre avec elle et avec ses proches. Donc, même le général Oligui, il a été par Ali Bongo, il a fait partie du pays, il était attaché militaire, je crois, à Dakar, au Sénégal, où voilà, il pouvait être loin du pays. Donc, d'une certaine façon, tout le monde s'est su, c'est clair, c'est polichinelle. La dynastie Bongo est encore au pouvoir. C'est certainement une recomposition des affaires, c'est tout. Mais ce qui est un peu gênant concernant le général Oligui, qui, pour ma part, il a un comportement de président, mais il a les habits de militaire pour dire qu'il est dans une logique de transition. Pourtant, c'est un vrai président qui fait des vrais... Voilà, c'est un vrai militaire qui a les habits de président. Voilà. On ne sait pas. Donc, je me pose la question, je me dis, bon, il n'a pas envie d'endosser le constat cravate pour dire que non, je ne veux pas un président qui va s'éterniser. Je reste dans ma logique de soldat qui est venu nettoyer la maison. En Côte d'Ivoire, on sait ce que ça veut dire. Le balayeur balayé. J'espère que ce ne sera pas son cas, mais visiblement, rien n'a changé. Norbert expliquait les 4 mois de gouvernance, bon,
voudrais pas que ce soit de la poudre de perlimpinpin, mais les Gabonais ont de vraies réalités. Leur quotidien, ils ont de vraies questions à résoudre. Moi, je pense que ça, c'est qu'il faut aussi s'attacher que de revenir sur les questions d'aujourd'hui. Garder le fils Nouroudine, on ne sait même pas dans quelles conditions il est. Aujourd'hui, Ali Bongo, Et puis toutes les institutions judiciaires ne doivent pas être utilisées dans le cadre des règlements de compte internes. On choisit un seul. Pourtant, eux tous, ils étaient dedans. Parce qu'en fait, il y a eu des discours, on a entendu le général Oligui Nguema se répandre sur le mauvais caractère de Sylvia, la femme d'Ali, et puis sur son fils qui lui a manqué du respect. Enfin, Fabrice, on a l'impression d'être dans House of Cards sous les tropiques. Oui, ce sont des considérations d'ordre familial dont le Gabon pouvait se passer. Parce que on a un pays quand même qui, certes, est extrêmement riche en termes de ressources, mais qui souffre encore de beaucoup d'inégalités. Parce que le pétrole diminue. Oui, aussi. Mais quand même, qui reste quand même assez bien pourvu, mais qui souffre beaucoup d'inégalités entre une certaine classe dirigeante privilégiée et une classe moyenne et classe pauvre, précaire. Donc je pense que donner ce spectacle digne, comme tu le disais, d'une série américaine, ça ne profite pas aux Gabonais, et on aurait besoin, même pour l'image de la politique africaine, de dépasser ce genre de considération et de sérieusement préparer une véritable transition. Or, je suis d'accord que le général Oligui n'a pas l'air de donner des signes très clairs là-dessus. On ne sait pas si on va vraiment aller vers une véritable démocratie après Oligui. Déjà, après Oligui, ce sera quand? On ne sait pas, déjà. Non, parce que... Norbert, avant que tu parles, je voudrais quand même noter qu'il a réussi à coopter un grand nombre d'opposants civils, le dernier en date étant Alexandre Barrault-Chambrier, candidat d'envergure à la dernière présidentielle, qui s'était retiré pour Albert Ondo Ossa, mais qui, voilà, il a une certaine force. Il est nommé vice-premier ministre. Raymond Dongsima étant premier ministre, on a l'impression que la coalition alternance 2023, dont Albert Ondo Ossa était le candidat unique, qu'elle est morte. C'est plus qu'une impression, et c'est précisément un signe que les choses sont en train de bouger et que c'est pris en compte. C'est pas parce qu'on en parle moins à Paris qu'on n'en parle pas à Libreville. Moi, je crois qu'on est face à peut-être une transition qui pourrait servir de modèle en Afrique. Ah, tu es optimiste. En tout cas, je surveille ça de très très près. J'ai remarqué que la loi de finances avait été adoptée par le Parlement, qu'elle a une forte connotation sociale. J'ai vu des efforts faits en faveur des retraités. C'est sans précédent. Au Gabon, dites-moi quand des choses comme ça ont été annoncées. En moins de 4 mois, ils avaient décidé ça. En faveur des étudiants, des boursiers. Vous voyez, le long, vieux problème. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait déjà des problèmes des bourses des étudiants au Gabon. On a du mal à y croire, on se pince pour le croire, donc ça avance. Et puis, ne serait-ce qu'une loi de finances dans un pays pétrolier, c'est pas évident, parce que vous êtes tellement tributaire des cours des matières premières qui sont décidées ailleurs que chez vous, que vous ne pouvez pas planifier votre développement, vous ne pouvez pas faire de loi de finances comme en France, par exemple, où on fait une loi de finances au début de l'exercice et une loi de finances rectificative à la fin de l'exercice. Au Gabon, c'est toujours une loi de finances rectificative à la fin, parce qu'on ne sait pas quelles vont être les recettes de l'État qui dépendent d'une ressource qui est cotée à l'étranger. Et donc, il n'y a que du hors-budget. Et le hors-budget, ça rejoint un peu notre premier sujet de conversation. Ça facilite la corruption, vous comprenez? Donc là, les choses sont en train de bouger. Regardez, juste avant que nous nous retrouvions dans cette émission, la transition gabonaise a annoncé aussi une augmentation des aides de l'État à la presse, ce qui ne devrait pas nous laisser indifférents. Mais peut-être qu'elle a besoin de se légitimer, peut-être que c'est des opérations de séduction. D'accord, peut-être c'est de la séduction. Mais je vous ferai remarquer qu'il reste 20 mois avant l'élection présidentielle annoncée. Si elle a lieu. Si elle a lieu. Mais 20 mois, ça va aller très vite. Et donc ces choses-là sont faites.
on ne peut pas non plus dire rien n'est fait. Non, Bernard... on ne dit pas que rien n'est fait. Norbert a vu le verre à moitié plein. Ouais. Voilà. Mais on peut aussi voir le verre à moitié vide. Il y a une chose qui est simple. Ali Bongo, c'est fini. Oui. Comme le disait Fabrice, cette méthode de communication de venir dire non, Ali a fait ça, son enfant a fait ça, sa maman a fait ça, c'est fini, on laisse tomber. C'est le passé. C'est le passé qu'il cherche à construire. À construire ce qu'il doit construire. La transition pour laquelle il est venu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il construise un discours dans lequel il va se présenter comme l'homme providentiel. Parce que c'est dans ça qu'on est, on s'en va au Gabon. Là. On va présenter demain Oligui comme l'homme présidentiel. Et demain, vous allez voir des associations, des mouvements qui vont sortir des rues de Libreville, partout. C'est écrit. Pour dire que c'est lui que nous voulons. Tu es candidat au nom du peuple. Classique. Alors, c'est ce qui a été décidé. Hein. Au nom du peuple, j'accepte la décision du peuple. Mais quand les opposants eux-mêmes décident de venir dans le gouvernement, finalement, Albert Ando Ossa, donc celui qui se considère comme le candidat élu, il est isolé. Tous ses copains sont partis avec Oligui. Ça veut dire peut-être que c'est ce que le Gabon profond désire. Peut-être qu'ils ont besoin d'un nouveau chef. Et bon, qui sommes-nous pour pouvoir aller contre la volonté du peuple? En tout cas, des élites. Ok. Dans cette affaire du Gabon, là, que devient Jean-Ping? Poser la question, c'est y répondre. Ouais, je peux poser. Excuse-moi de prendre ta place. Jean-Ping, c'était peut-être le Jean-Baptiste de Oligui Nguema, c'est-à-dire peut-être pas la créature, mais disons l'allié de Pascaline Bongo. En tout cas, on a l'impression, Fabrice, que la discrétion et même la bienveillance de la communauté internationale accompagnent l'installation de Oligui Nguema, et en particulier la discrétion de Paris. Oui, oui, ça c'est sûr. Quand on compare avec d'autres régimes militaires qui se sont installés relativement récemment, on parlait tout à l'heure du Niger, du Burkina Faso avant, du Mali avant, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne lise dans la presse quelque chose de négatif sur le capitaine Traoré, sur que ce soit sur le Mali ou le Burkina, sur peut-être des choses avérées de corruption, de favoritisme. Et de violation des droits de l'homme. Ou de violation des droits de l'homme, ou de faillite dans la gestion sécuritaire du pays. Mais on va rarement lire quelque chose de négatif sur le Gabon. C'est pas pour dire que ces deux pays d'Afrique de l'Ouest sont foncièrement comparables au Gabon, mais il y a une certaine... voilà, il y a de la bienveillance, comme tu disais, vis-à-vis du Gabon, à qui on laisse le temps. On laisse le temps de s'installer dans sa nouvelle condition militaire. Peut-être que la communauté internationale est reconnaissante de cette transition plutôt douce. Oui. Et peut-être aussi que le fait qu'Oligui Nguema était, je pense, l'aide de camp d'Omar Bongo et qu'il a dû partager quelques mallettes, peut-être que ça ferme certaines... La transition militaire au Niger n'était pas aussi violente que ça. Hein. Donc peut-être que Norbert, Oligui Nguema, finalement, il sait certaines choses étant donné qu'il était très très proche d'Omar Bongo. Oui, peut-être. Mais je pense quand même qu'à Paris, beaucoup de gens sont très inquiets pour l'ensemble des sujets qu'on vient d'évoquer concernant le Gabon. Parce que... notamment des chefs d'entreprise, des grands groupes français qui sont présents en Afrique en général et au Gabon en particulier, peuvent trouver le général, le trouver un peu imprévisible par moment. C'est pas un long fleuve tranquille qui vient de s'ouvrir. Depuis le 30 août 2023, tout le monde s'interroge, est en apnée à Paris, veut savoir ce qui va se passer, qui va gérer la dette, c'est-à-dire les relations entre les fournisseurs et l'État gabonais, est-ce qu'on va pouvoir recouvrer nos créances? Tout ça, c'est que va faire le général, quoi. Et puis il n'est pas le seul. Tout à l'heure, en vous écoutant, je me disais, tiens, ça y est, mes confrères sont au courant, le général Brice Oligui Nguema va être candidat à l'élection présidentielle dans 20 mois. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que d'autres vont tenter leur chance. Qui sait? Je n'en sais rien. Moi, on est en apnée au Gabon. Et en tant qu'observateur, moi, je trouve qu'effectivement,
je remarque que c'est une position assez insolite, vous l'avez souligné. Le coup d'État au Gabon n'est pas traité de la même manière à Paris ou à Washington que le coup d'État à Niamey, les coups d'État à Bamako et le coup d'État à Ouagadougou, c'est vrai. Et donc, on verra bien s'il y aura une sorte de modèle gabonais qui va sortir de cette expérience. En tout cas, les dirigeants gabonais actuels auraient tort de ne pas tenter leur chance. Parce que cette bienveillance-là, ça peut les aider quand même. Que tout rentre dans l'ordre et que les affaires reprennent comme avant, avec peut-être un peu plus de vertu au programme. Et un peu moins de mallettes. Et un peu moins de mallettes, mais les mallettes, c'était des dizaines d'années de relâchement. On était sûr de conserver le pouvoir, et on ripollinait de temps en temps, on faisait un lifting de l'image de marque du pays, du président. La dernière fois que Macron est allé faire sa tournée en Afrique, il a commencé par l'étape gabonaise. Il a amené la presse présidentielle dans la forêt gabonaise. C'était Ali le Vert, Ali l'écolo, tout allait bien. Il était en pleine campagne électorale et ensuite il devait s'accrocher au pouvoir. Ça n'a pas marché. Donc là, ils ne peuvent pas faire la même chose, les nouveaux dirigeants gabonais. Ils auraient bien tort de rater le créneau historique qui leur est offert. Et le chemin est tracé, rien ne les retient plus. Il n'y a plus qu'à marcher dessus. À l'inverse des putschistes à Ouaga, à Bamako ou à Niamey. Et aussi, juste préciser qu'il peut y avoir aussi l'ombre des partenaires rivaux, entre guillemets, de la France, la Chine, la Russie qui gagne du terrain au Cameroun à côté, qui gagne du terrain dans quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest, et qui effraie. Et donc, raison de ne pas brusquer le général. Voilà. Parce qu'il pourrait tout à fait se tourner vers la Russie.